Bonjour à toutes, bonjour à tous, futurs joueurs ou joueurs actuels de Warcraft. Sait-on jamais, peut-être que parmi vous, comme moi, vous faites un écart pour aller sur du jeu d'escarmouche. Donc bienvenue sur cette vidéo de découverte des règles. Alors c'est la première sur je ne sais pas encore combien parce que en fait tout va dépendre du nombre de pages que l'on a à voir et surtout aussi du nombre de réflexions que vont m'apporter les différents points de règle. On verra ça tout à l'heure. Avant de démarrer vraiment, je vous rappelle que le but de la découverte des règles telles que je l'ai fait depuis plusieurs vidéos maintenant en fonction de mes envies et de mes arrivages, c'est vraiment de se poser et puis de lire les pages de ce que nous avons dans les bouquins justement. Double avantage pour moi, c'est que ça me permet de me poser, de lire vraiment, de prendre le temps et d'amener des réflexions sur d'éventuels mémos, pas éventuels, j'en fais toujours de toute façon, et puis surtout d'éventuelles variantes, bien que, en le disant, les variantes, jusqu'à présent, je ne les ai créées pour moi que sur les jeux de plateau, les dungeon crawlers. Sur jeux d'escarmouche, j'ai encore jamais fait parce que j'en éprouve pas du tout le besoin. Alors en même temps, c'est la première année depuis bien longtemps où j'ai réinvesti dans des jeux de bataille ou bataillon ou escarmouche. D'ailleurs, escarmouche, je n'en avais jamais eu dans toute ma longue carrière de joueur. Cette année et même cet été, j'ai investi dans Age of Sigmar version 4 pour tester la nouvelle formule de bataillon. Dans la foulée, j'ai investi dans Warcry, où là on est vraiment sur de l'escarmouche, parce que j'ai l'impression que c'est le type d'affrontement qui va beaucoup plus me plaire. On est plus dans quelque chose de recentré sur le terrain. On s'approche d'ailleurs beaucoup d'une vue jeu de plateau dungeon crawler d'ailleurs. Et puis comme Warcraft est sorti il y a quoi, un mois et demi max, j'attendais 2 ou 3 boîtes d'extension pour compléter la boîte de base. Et puis, vu que c'est un tout nouveau jeu, je me dis: si ça me plaît, c'est excellent parce que j'aurais été dans les premiers à me lancer. Si ça me plaît pas, je dis: «Tant pis, de toute façon, ça se revend toujours à un moment ou à un autre». Bon, on a du nouveau. J'ai quand même pas glandé pendant 48 heures. Les 2 premiers orques que j'ai peints, ce sont ces 2 messieurs-là. Alors j'ai cru que celui à ma droite là, c'était, le chef, mais pas du tout. Ça veut dire que je lui ai fait un bord noir juste histoire de qu'il se la pète un peu plus par rapport à ses potes, de troupe, mais je crois que c'est pas du tout lui le chef. Alors, comme d'habitude, je ne me suis pas spoilé, j'ai pas avancé dans la lecture, pour la découverte du fluff, et autres. Donc, je crois qu'en fait le chef c'est alors c'est pas lui, ah je crois que c'est lui ou lui. Non, lui ça peut pas être le chef. Lui c'est un lanceur de sorts. Bon peu importe, je pense qu'on va découvrir ça au fur et à mesure. Donc côté orc, on en a 2 qui sont peints et j'ai beaucoup aimé les peindre en fait parce qu'il y a du détail, une fois qu'il y a la sous-couche, ça permet de faire ressortir deux trois bricoles. C'est assez sympa et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils sont très massifs par rapport aux pauvres petits humains. Ah bah tiens, toi, tu as été le premier à être peint côté hégémonie. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé parce que moi j'ai la gigite pour faire les boucliers là, tous les traits dorés. Je me suis même ravisé, j'avais fait initialement sur ce qu'ils ont sur les côtés là en protection. On peut faire les traits or, c'est moche. Enfin, ce que j'en fais moi, c'est moche. Donc j'ai remis du noir, Black Chaos, et puis ça ira bien comme ça. Ah, par contre, je vois le petit bazar là.
Rocher, ah bah, je vais vous montrer ça. J'ai investi, mais spécifiquement avant même l'arrivée de Warcraw, dans ceux-ci chez Army Painter, ils appellent ça des Battlefield Rock, donc des rochers de champ de bataille. Et c'est quoi? Je pense pas que ce soit du liège, je sais pas en quoi c'est fait. À la limite, peu importe. Alors l'odeur, ouais, c'est très bizarre. C'est un mix de bouchons, si ça se trouve, c'est ouais, c'est ça, c'est tiré de sorte de bouchon. Ça y fait penser en tout cas, c'est tout léger, et je me suis dit que autant pour les orques, puisque dans le fleuve de Warcraw, j'avais lu, je crois que c'était sur le site internet, qu'ils venaient du nord, les orques. Donc, j'aurais mis les petites touffettes frozen avec un peu de neige et puis l'aspect rocailleux là. Alors que l'hégémonie, on est déjà chez nous, donc je voulais quelque chose qui rappelle la rocaille. Et comme ça, c'est sympa. Ça fait un truc assez sympa. Alors, nos 4 gus, là, j'ai commencé par eux pour éliminer ceux qui visuellement m'interpellaient pas. On a du noir, du doré, du métallique, terminé. Bon, j'ai mis un peu plus de couleurs à certains endroits pour faire du distinguo, hein, notamment épée, fourreau, et puis ce que peuvent porter certains sacoches. Alors lui, pour le coup, je l'aime bien au final. J'arrivais pas à me projeter. Mais je l'aime bien, il est sympa. J'ai fait les 3 que je suppose être la troupaille, hein, et lui qui a le même aspect, sauf qu'il a une épaulière qui se distingue avec aussi cette grande aile dans le dos. Voilà, je suppose on va les retrouver comme ça, en paquet. Et puis quant aux autres, eh bien, ils seront peints, au fur et à mesure. Bref. Warcraw, livret d'initiation. Alors, messieurs, il va peut-être falloir que vous vous poussiez un petit peu. Laissez-nous de la place, qu'on entende ce qu'on dit. Voilà, barrez-vous les orgues, vous êtes considérés comme absents pour l'instant. Alors, sur ce livret d'initiation, il y a une chose sur laquelle on va passer par contre, c'est le semblant de fluff. Ça, pour l'instant, ça ne nous intéresse pas, d'autant plus que là, on doit avoir 4 pages de fluff. Là, dans le bouquin de règles, qui je vous le rappelle est optionnel, on a je sais plus 250 pages de fluff. Waouh, 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 waouh. Bon, on n'est pas là pour le background ou le fluff, on est là pour les règles, c'est-à-dire que l'hégémonie, les tribus du Nord, ça commence ici en page 10. Ici en page 10, et puis ça va nous emmener où ça? Tac, 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 tac. Les runes. Ah non, tour 2, tribu du Nord. Ça veut dire que je suis allé trop loin. Tour 1, hégémonie d'Ambersig. Ah oui, d'accord, donc ça commence beaucoup plus tôt que ça. Ici même, scénario tutoriel. Crac. Page 15, ça fait 2, 4, 5 pages et demie avant d'arriver jusqu'au tutoriel. Ok. Là, c'est pour me rendre compte en combien de vidéos on pourrait absorber ça. Bon, forcément, plus je vais digresser, plus ça va durer, mais enfin bon, moi je m'en fous, ça m'amuse. Alors, scénario tutoriel, on va avoir 2, 4, 6, 8, 10. 10, poursuivez la partie, 12, 14, ah ouais, ça va faire beaucoup. 14, 15, 16, et après c'est la campagne. Ah ouais, ça on va pas compter. Bon, il y a beaucoup plus de pages de tutoriels, de missions jouées que de prémices des règles, mais c'est normal. En même temps, on a beaucoup d'exemples sur ces pages-là. Bon, après, rien n'empêche d'y consacrer 3 vidéos pour bien délayer tout ça. On va y aller en retournant à la page « Ce qu'il vous faut pour jouer ». J'aimerais bien savoir, tiens, des fois que j'aurais investi dans la boîte pour rien.
Cette section vous aidera à effectuer vos premiers pas dans Warcraft. Vous apprendrez comment mettre en place votre première partie avec le matériel disponible dans cette boîte et vous serez guidé lors des premiers tours de jeu afin de comprendre les bases étape par étape. Oh, dernier aparté, je crois. Merci à l'un d'entre vous. Je vais retourner sur YouTube là pour tâcher de ne pas écorcher ton nom. Tout, 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 tout. Alors, voyons voir, c'était ce week-end où l'un d'entre vous m'a dit que, en fait, Warcraft existait bien avant Warcry. Warcraft bien avant Warcry. Voilà. Merci à toi, Gabriel. Pour info, Warcraft date des débuts de Corvus Belli avec Infinity. Ils faisaient de la figurine de jeu historique à l'origine. En lançant Infinity, ils ont débarqué en tant qu'éditeur de jeux à la mode. Mais Warcraft, le nom comme le projet, existait largement avant Warcry. Et ouais, parce que moi, comme je suis malfaisant, quand j'ai fait le déballage, je me suis dit, bah tiens, c'est marrant parce que Warcraft, ça fait fortement penser à Warcry. Est-ce qu'il serait pas allé pomper au plus près d'un nom déjà connu, histoire de générer de la vente et de l'intérêt, hein. Commercialement, pourquoi pas? Sauf que c'est l'inverse. Warcry est arrivé après. Games Workshop, attention. Bon, revenons à ce qu'il nous faut pour jouer, parce que on a envie. Figurines, soldats et unités. Chaque guerrier et créature participant à la bataille est représenté sur la table de jeu par une figurine. Toutes les figurines doivent être montées sur les socles qui les accompagnent. Ils représentent l'espace occupé par la figurine et leur taille peut varier. Les socles ne peuvent en aucun cas se chevaucher au cours du jeu. Ah oui, donc l'espace, là il le précise, hein. Les socles représentent l'espace qu'occupe une figurine en soi. Bon, comme dans tous les jeux, et je crois que c'est la première fois que j'entends parler de ça, enfin, que c'est nommé en tout cas comme ça, les socles ne peuvent pas se chevaucher. Quelle drôle d'idée, ça me serait jamais venu à l'idée en fait. Ensuite, à partir de maintenant, nous désignerons chaque figurine individuelle par le terme soldat. Ok. Les groupes constitués d'un ou plusieurs soldats sont des unités. Hein, on va avoir des unités alors. Donc ceux-là qui se ressemblent, c'est où? C'est là. On peut avoir des unités. Ah bah ça m'épate pour un jeu d'escarmouche. Ceci dit, je ne connais pas encore le nombre maximum que peut atteindre une bande. Donc là, on a une unité en fait. Ok. L'ensemble des unités sous votre contrôle constitue votre compagnie. Ah voilà, c'est pas une bande, c'est une compagnie. Donc la force militaire qui affrontera votre adversaire pour remporter la victoire. Leader. Vos unités doivent avoir un leader désigné. Sa fonction principale est d'être le point de référence pour déterminer les mouvements. Sa fonction principale est d'être le point de référence pour déterminer les mouvements, indiquer quels sont les soldats en formation et quelles sont les actions de l'unité. Les unités constituées d'une seule figurine sont leurs propres leaders. Ok, donc lui c'est vraiment ça, c'est le... Sur le champ de bataille à l'arrivée, on est obligé d'avoir une unité comme ça avec ce leader-là. Et les trois autres vont être leurs propres leaders, puisque lui c'est le médecin, à moins qu'on puisse l'affecter à une unité aussi. Lui par contre c'est le commandant. Et ce monsieur-là, c'est un sorcier qui sera indépendant. Alors chez les orques, pour qu'il n'y ait pas de jaloux, sorcière indépendante, un gros balèze. Comment on va les reconnaître? Ah si, ça va être ceux-là, parce que regardez. Ah bah peut-être que ce sont ceux qui ont deux armes. Alors avec lui ça marche pas, mais ça pourrait être leur leader.
Ah ouais. Lui, leur leader. Non, lui, je le vois pas en tant que leader parce qu'il a une hache et pas d'épée. Ce serait comme ça qu'on pourrait peut-être les reconnaître. Tiens, ça me plairait bien si c'était ça. J'allais dire, ils sont en infériorité numérique, mais oh, Coco, ce sont des orques. Donc après, lui, ce sera sa propre unité, et lui, peut-être que ce sera aussi sa propre unité. Ah la vache, mais toi, t'es tout petit par rapport à... J'avais pas fait gaffe. Tu vois? Ouais, là, ils sont kiff-kiff. Ok. Et toi, t'es pas orque, je crois. Si, mais t'es madame. Très bien. Donc on a unité, compagnie, c'est l'ensemble, et un ou plusieurs leaders, forcément, dans une compagnie. Suivre le leader. Tous les soldats d'une unité doivent à tout moment reproduire ce que fait leur leader. Ah oui, on est dans le chef commande vient chef. Donc toi tu bouges, les autres ils bougent. Tape, ils tapent. Tu fuis, ils fuient. Ok, tu vas aux toilettes, ils vont aux toilettes. C'est dingue. Les profils. Chaque unité possède son propre profil imprimé sur une carte. Ouais, j'ai ici. Il contient l'ensemble des valeurs, des mots-clés, des règles nécessaires pour pouvoir la jouer. Yes. Et après, on passe au personnage. Donc, notre carte, on va aller chercher la même que ça. Donc, c'est la petite dame qui lève son épée bien haut. C'est la dernière. Là, on a un visuel. Et j'ai vu passer l'autre carte avec ce visuel-là. Chasseur orc. Donc, ceux-là, ce seraient les troupailles. Lui, il a une épée. Donc, on serait bien sur ceux-là. Bref, on va avancer. Avançons, avançons. Donc, très bon exemple avec celle-ci. Qu'est-ce qu'on nous raconte? En 1, le nom de l'unité. Oui, on a affaire aux rondaches de la Légion Noire. Ah oui, c'est vrai. Eux, c'est dans l'hégémonie d'Ambersig, c'est la Légion Noire. Le coup. Ah, il y a un coup. Moi qui n'aime pas constituer les listes d'armées, en fait, on a un coup. Ok. Là, pour l'hégémonie, toi, tu coûtes 20. 40, 25, 25, 15. Ah, mais on a même plus bas que 20, 15. Ah ouais, le chirurgien, il coûte pas cher. 15, après on a dit 20. 25 pour Hetman. Hetman? C'est qui ça, Hetman? Ah, bah Hetman, ça doit être ce Gus-là avec ses moustaches. Là, je vois qu'il a des moustaches et je lui en ai fait justement des moustaches grises. Ok. Après, le héros de feu de givre, le magicien, il coûte 25. Ah ouais, 40 pour Dragoslav. J'ai... Oh là là. Dragoslav Bjelogrik. Dit Drago l'enclume. Ouais, on va t'appeler Drago. Hein. Déjà, tu passeras moins pour un cake. Drago l'enclume. J'aurais peut-être pas choisi ça, mais bon. Allez, on aura peut-être l'explication dans le bouquin de, de Fluff. Après, si on classe les orques, troupaille 20, ok, les chasseurs orques, purée, ça monte. 25, on va avoir l'évocateur, lanceur de sorts. 30, le menteurage. Le menteurage, eh ben c'est celui-ci que j'ai peint alors, avec ses tresses là, sa barbichette et son casque en os. Ah ok, donc lui c'est un mentrage, c'est pas du tout le chef. Donc je changerai probablement son socle. Alboric, ouvre grand la gueule. Il coûte 50 et 75. Le sage, eh ben voilà, c'est lui là. Il est stylé comme tout, donc lui c'est leur chef. C'est le plus grand. D'accord. Donc on voit qu'on a
des valeurs complètement différentes hein, d'une faction à l'autre. D'un camp à l'autre. D'accord. Ok, ensuite. Les attributs en 3. Alors les attributs, toute cette ligne-là, avec le mouvement. La paire de valeurs A et B indique la distance maximale que le soldat peut parcourir en se déplaçant normalement. La valeur maximale que le soldat peut parcourir en se déplaçant normalement, donc 3. Le chiffre entre parenthèses correspond au mouvement de charge. D'accord, donc il se déplace à 3 et charge à 9. Ok. Toutes les valeurs sont exprimées en pas. L'unité de mesure dans Warcraw. D'ailleurs, ça me fait penser que ça, c'est la réglette pour se déplacer. Donc, on peut mettre comme ça. 3 pas. Ah ouais, d'accord. 3 pas en mouvement normal, c'est pas beaucoup. C'est même très peu. Et en course, 9, enfin en charge. En même temps, le plateau là, il fait combien? 20 et 20, 40, il fait 50 par 50 centimètres. Donc ça va friter très très vite. Ensuite, B, la valeur de blessure. E, on les élimine après 2. Montant maximum de dégâts. Lorsque son total de jetons dégâts est égal à cette valeur, un soldat de l'unité est hors combat. Lorsque le nombre de soldats d'une unité est réduit à la moitié de son nombre initial, ses performances au combat diminuent. Ok. Après, on a la volonté qui est symbolisée par un résultat de dés. Donc là, orange, CD identifié par des symboles de couleur représente la détermination, la volonté et la force mentale. C'est aussi la valeur que les unités de mages utilisent pour lancer des sorts. Bon, c'est bien ça, quand on a une caractéristique qui fait deux utilisations, c'est parfait. Morale, MOR, 1 pour les humains là. Non, c'est 1 parce que c'est 1. La valeur de morale indique la quantité maximale de stress que l'unité peut supporter. De stress? Chaque fois que le stress accumulé dépasse cette valeur, l'unité doit réussir un test de volonté pour ne pas être démoralisée. Ah, quelle angoisse! Quelle angoisse, quelle angoisse. Ok, donc les rondages de la Légion Noire ne peuvent avoir qu'un seul stress. Au-delà, on lance un dé orange pour faire un test de volonté. Après disponibilité, on a une valeur de 3. Cette valeur détermine le nombre maximum d'unités ayant ce profil que vous pouvez ajouter à votre compagnie tout en respectant le coût total en points d'armée convenu pour la partie. Alors ça veut dire que 20 et 20, 40, 50, 60. 3, paf, cette unité-là ne peut en avoir que 3. Ensuite, 60, le médecin, le chirurgien de guerre, 60, 70, 75. Un seul pour le... Bon, pour l'instant, je vais l'appeler le sergent. Non, je vais l'appeler Hetman. 75, 80, 90, 100. Un seul héros lanceur de sorts, 125. Et un seul drago, 165. Ah oui, on va pas crever le plafond là. 165 en troupes du côté de l'hégémonie. Est-ce que c'est forcément équilibré en points? Moi je dirais que non. 3 fois 20, 60. 75. 105. 155. Ouf. 155. Combien c'est un 7 ou un 1? Ah, j'en sais rien, c'est mal branlé.
5, 30. Piou, 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 piou. Ça a l'air d'être 15 seulement. Ok. Bon, j'ai perdu le fil de mon comptage, mais allez, à 15 points près, on est bel et bien équilibré. Ok. Donc là, on a le mouvement, la blessure, la volonté pour faire un test si on est trop stressé, et combien de figurines on peut avoir dans une unité. Et qu'on peut intégrer en respectant le total de notre, on a dit compagnie. Ensuite, en 4, les caractéristiques. Caractéristiques, là, on a humain, infanterie. Mots-clés, caractéristiques et mots-clés. Les caractéristiques sont des termes descriptifs, par exemple nain, utilisés pour désigner les unités qui partagent cette caractéristique. Par exemple, un sort peut n'affecter que les unités ayant la caractéristique nain. Les mots-clés sont des termes qui renvoient à des règles spéciales, indiquant comment l'unité se comporte. Exemple, éclaireur. Donc là, on a une caractéristique humaine et le mot-clé infanterie. Qu'est-ce qu'on va découvrir d'autre? Oula! Drago, c'est un personnage grand commodeur humain. Il a la soif de sang contre les Varanques. Il est élite. Il peut rejoindre les Rondaches. Il a un pavois. Ouais, ça peut être déterminé comme ça en fait. Donc lui c'est normal, hein, c'est le big boss. Il a tout un tas de caractéristiques et mots-clés. Personnage humain. Ah oui, bah oui, on a 2 personnages, on a 3 personnages. Grand commandeur humain, rejoindre l'infanterie. Ah, bah oui, d'accord. Lui là, il peut rejoindre l'infanterie. Tac, pour devenir le leader. Le héros, c'est un Nestari. Ou ça, c'est son peuple, sa faction. Estari. Un personnage, c'est un elfe, il est intrépide et c'est un mage. Ok. Et enfin, 5, les personnages. 1, 2, 3, 4. N'oublions pas qu'il y a 2 pages. Si on nous parle du 5, c'est parce que c'est indiqué ici. Et donc, en 5, les personnages peuvent être de 2 types, ou bien des officiers, ou bien des supports. Ci-contre un exemple de personnage support. Après, on continue sur les chiffres avec 6. Comment ça, 6? Ah ouais, ah d'accord. J'avais point vu le nombre de jetons d'ordre que l'unité apporte à votre compagnie en début de partie. Voir section jetons d'ordre. Donc lui, en tant que chef, il en apporte 3. Et le chef de l'unité, là, il en apporte 3 aussi, ça en ferait 6. Et chez les orques, 2, 3, on passe à 5. Bon, peut-être que, puisque nous sommes humains plus faibles, on a un jeton d'ordre supplémentaire par rapport aux orques. Équilibrage, équilibrage. Après le panneau de combat. Alors là, attention les yeux, hein. C'est petit. Il y a des symboles dans tous les sens. J'espère que ça va pas être imbuvable. Le panneau de combat indique les valeurs d'attaque et de défense de l'unité en combat et sa capacité à prendre des objectifs. En A. En A, où est-ce qu'on a le A? C'est ici. Ok, A et B. Là, on a 2 lignes de caractéristiques. En A, ce sont les membres. Les unités composées de plusieurs figurines ont 2 entrées sur leur panneau de combat. Alors, je trouve que... Ah oui, si, ok, panneau de combat, d'accord. Selon le nombre restant de soldats, leurs jets d'attaque et de défense ainsi que leurs modificateurs peuvent être différents. La première entrée, au-dessus.
représente les performances de l'unité lorsque la majorité de ses soldats est encore debout, et la seconde est utilisée lorsque son nombre de soldats est réduit de moitié. Ok, donc là on perd en truc-muche. 3 plus, 2 moins. Les couleurs des dés changent. Ouais, d'accord. Ah ouais, on va se battre moins bien. Alors là, machinalement, j'aurais tendance à prendre dans les premières parties peut-être des petits trombones gris là que j'avais acheté pour la cité maudite. Genre pour faire ça, pour pas se planter jamais, jamais, jamais. C'est-à-dire voilà, là pour l'instant, je me bats bien avec la section du haut, et si par malheur je suis blessé, enfin c'est pas ça, c'est pas si je suis blessé, c'est si j'ai perdu la moitié de mes troupailles, j'utilise la seconde valeur. Ouais, je pense que ce sera quand même bien parce que machinalement, on aurait tendance à continuer d'utiliser ça. Allez, pourquoi pas. Après, B, l'attaque. Et qu'est-ce que tu as, toi, comme attaque ici? Ah oui, d'accord. C'est le second. Qu'est-ce qu'on va avoir là? On distingue les attaques à distance symbolisées par un arc ou les attaques de mêlée symbolisées par une épée. Pour les attaques à distance, la portée en pas à laquelle la cible doit se trouver pour pouvoir tirer est indiquée. Les attaques peuvent être associées à une ou plusieurs variations, voire variations. Si l'unité dispose de plusieurs attaques, elle ne peut en utiliser qu'une seule lors de son activation. Là, par contre, ah oui, ok, là on a le symbole épée, donc c'est forcément attaque au corps à corps. Corps à corps uniquement, corps à corps uniquement. Ici, on a du corps à corps ou du corps à corps. Attaque à distance pour celui-ci. Et attaque au corps à corps quand ça va pas bien. Profil du bas. Attaque au corps à corps. Tiens, c'est bizarre. Magicien, il a pas d'attaque à distance. Ah, notre Drago. Attaque à distance, attaque au corps à corps. Ok. Les orques, je suppose qu'on maximise le corps à corps parce que c'est plus rigolo pour eux. Épée, 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 épée. Bon, je suis pas déçu, hein. Les mecs, c'est bien, vous ne me décevez pas. Parfait, très cohérent, ça me plaît. Ensuite, la défense. Ah oui, d'accord. Symbole de l'attaque, la tour, ça va être le symbole de la défense. En C, c'est bien ça. Ce jet représente la capacité de l'unité à éviter de subir des dégâts lors d'une attaque, que ce soit grâce à son armure, ses talents défensifs ou à un mélange des deux. Ce jet peut être associé à une ou plusieurs variations, voire variations comme avec les attaques. A, B, C, D, en bout de ligne, on a la conquête. Cette valeur est prise en compte lorsque vous disputez le contrôle des objectifs d'un scénario à votre adversaire. Donc on retrouve des objectifs à contrôler. Ça c'est bien parce que ce que je recherche par rapport à ce que j'ai connu avant en bataille classique, c'est pas une confrontation, on se rentre dedans, dernier éliminé a perdu. Non. Là, ça va être bien parce que c'est propice à avoir un peu plus de narratif quand on peut contrôler des objectifs. Ensuite, 8, une unité. Oups. Ah oui, là. 8. Une unité peut aussi disposer des éléments suivants. Des compétences avec une étoile propre à l'unité, des sorts avec un zigouigoui à lancer lors de leur activation, des compétences passives, ce sont des effets toujours actifs et disponibles pour l'unité, des capacités de commandement,
ne consomment pas d'actions pour produire leurs effets, mais vous devez respecter les conditions et dépenser un jeton d'ordre pour vous en servir. Ah, voilà, donc Drago qui a, je suppose, le symbole ici. Il a 2 capacités de commandement. Ah non, pardon, c'est pas Drago, lui. Lui, c'est le héros de feu de givre. Si je veux utiliser lien des jumeaux ou élixir du collège de magie, il faut que je dépense un jeton d'ordre. Et enfin, le profil du personnage dans l'unité en 9. Le profil du personnage dans l'unité. Comment ça, dans l'unité? J'ouvre au chat et je reviens. Voilà qui est fait. Il s'agit des valeurs et des capacités que le personnage apporte à l'unité qu'il rejoint. Ah ouais. Alors ça, c'est valable. On a dit en 9. Ah ouais, donc tant que... Bah lui, il en a pas, par exemple. Lui, il peut pas rejoindre une unité. Drago peut rejoindre l'unité, auquel cas on va utiliser cette section-là. On a aussi le chirurgien de guerre qui peut incorporer une unité. Il va utiliser ça. Et on a le chef ailé. Quand il est dans l'unité, il peut utiliser discipline. Ah bah ouais, ok. Tout l'intérêt de le mettre avec les 3 rondaches, c'est parce que, par exemple, il a discipline une fois par round. Si votre unité doit subir du stress, ignorez-le. Garde à vous! Vous, unité, peut relancer ses jets de volonté. Ah, ça commence les conneries. Traduction, do basse. Alors c'est vous et votre unité peuvent relancer ces jets de volonté, ou alors votre unité peut relancer ses jets de volonté. Ah ouais, alors ce genre de bêtises, là, j'espère qu'il ne va pas y en avoir 50 000. Hein. Ça, sans déconner, ça veut rien dire à la relecture. La personne qui relit, qui voit ça, normalement, elle corrige obligatoirement. Alors, il a fallu que je fasse pause. Je reviens dans le truc. Qu'est-ce que je disais? J'en sais rien, on enchaîne. Ah oui, c'est ça. Je, je râlais après la mauvaise traduction là. Il y avait longtemps que j'avais pas râlé. Tiens, ça fait du bien. Hep, 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 toi tu retournes du côté hégémonie. Alors on va peut-être faire ça pour respecter le truc. Ça m'a donné chaud. Bon Dieu de bon Dieu de bon Dieu. Voyons voir. Alors forcément, dans ce type de jeu, on va avoir un apprentissage hein, qui sera plus ou moins long, mais une fois qu'on aura manipulé l'ensemble, ça devrait aller. Moi, il y a une chose qui me fait un petit peu peur, c'est que les couleurs là sont parfaitement représentées, hein, elles sont bien lisibles à l'œil nu comme ça. Par contre, s'il faut en cours de partie obtenir ces symboles-là, waouh, c'est pas super lisible. Alors j'espère que c'est seulement pour indiquer la couleur des dés. Ça, ce sont les dés qui sont fournis dans la boîte. Est-ce que c'est équilibré? Non, il faut qu'on se les partage, mais je m'en fous. Moi, j'avais investi dans des dés qui sont beaucoup plus jolis que ça d'ailleurs. Là, c'est vraiment du basique. Si je prends le dé jaune, par exemple, on a un zigouigoui. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Ah, d'accord. En fait, ce symbole-là, tu peux le faire. Voilà. Qui ressemble à, je sais pas trop quoi, une espèce de pas ou de crochet, enfin on sait pas trop. On ne le retrouve pas sur ceux des jaunes, donc on devrait prendre en compte seulement la couleur du dé, puis après on va avoir un tableau pour interpréter chaque symbole. Alors oui, hein, quand je fais une découverte de règles, j'aime bien blablater et puis essayer de déterminer à l'avance à quoi ça va correspondre.
ce qui me réussit rarement quand même, enfin bon. Alors on enchaîne, maintenant qu'on sait lire parfaitement bien, une fiche de personnage. Bon, en tout cas, ça me plaît. Je pensais que ça allait me perturber et me gêner le fait de se dire, bah ouais, mais moi j'achète un jeu d'escarmouche et je me retrouve à devoir faire des unités. Franchement, on s'en fout un peu, hein. Ça peut même amener un gameplay complètement différent par rapport aux autres jeux. Maintenant, on va passer aux personnages. Alors, tiens, on va passer côté orc aussi, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on fasse. Là, on en a un, on en a deux, on en a trois et on en a quatre chez les orques. C'est pas un petit peu beaucoup? Les personnages sont des unités d'une seule figurine ayant le mot-clé personnage dans leur profil en fonction de la force, de leur autorité ou de leur rôle dans votre compagnie. Nous distinguons les officiers et les supports. Officier et support, où est-ce qu'on le voit? Ah oui, ok. Le type d'une unité de personnage est indiqué par un symbole sur son profil. Si c'est un casque, c'est un officier. Un parchemin, ce sera un support. L'évocateur, c'est un support. Le mentesage, un support. Et on a deux officiers, Albroc et le menterage. Ou c'est son nom, mentrage. Non, je crois que c'est un statut. Donc deux officiers, deux supports chez les orques. Un officier, un support, deux supports, deux officiers. Ok, équilibré chez l'hégémonie aussi. En plus de combattre individuellement comme n'importe quelle unité, les personnages peuvent rejoindre des unités alliées pour les diriger, améliorer leurs capacités ou leur donner des aptitudes uniques. Rejoindre une unité. Les personnages capables d'intégrer une unité ont le mot-clé rejoindre X dans leur profil. X peut être le nom d'une unité, une caractéristique, un mot-clé ou plusieurs de ces éléments séparés par des traits. Dans ce dernier cas, l'unité cible doit posséder tous les mots-clés ou caractéristiques ou être nommée comme au moins un des éléments. Ok, là quand on compose notre compagnie, il faut faire attention aux mots-clés et autres. Donc, lui, c'est un personnage soutien qui ne peut pas rejoindre une unité. Albork est un personnage qui peut rejoindre une unité infanterie orc ou infanterie varanque, et c'est un élite. Lui, il peut seulement rejoindre infanterie orc, et le mentrage ne peut seulement rejoindre infanterie orc. Ok. Alors, en rouge, là, ça faut y faire gaffe. Les personnages qui n'ont pas le mot-clé rejoindre ne peuvent jamais rejoindre une unité. Une unité ne peut pas inclure plus d'un personnage. Ok, donc on n'aura pas cette configuration-là. Deux personnages ne peuvent pas se rejoindre entre eux, en fait, déjà. Alors, par exemple, le chirurgien de guerre peut rejoindre une unité ayant la caractéristique infanterie. Dans le cas des unités présentes dans cette boîte, il s'agit des rondaches de la Légion noire. J'aime beaucoup le terme rondache de la Légion noire. Ça claque. Les personnages de type officier deviennent automatiquement le leader d'une unité qu'ils rejoignent. Oui, quand même. Alors, personnage rejoignant une unité. Lorsque vous déployez votre personnage, sélectionnez une de vos unités déjà déployées qui remplit les conditions du mot-clé rejoindre et qui n'en comporte pas déjà un autre. Déclarez à votre adversaire que votre personnage rejoint cette unité. Puis placez le personnage sur le champ de bataille en formation avec l'unité. Vous pouvez repositionner les soldats pour vous assurer que l'unité est en formation. Donc, mon adversaire place, je place cette unité-là. Mon adversaire place son unité. C'est à moi de placer. Je dis que
Drago rejoint l'unité qui est déjà arrivée et je les remets en formation qui me convient. Bon, c'est fastoche. Profil du personnage dans une unité. Lorsqu'il a rejoint une unité, vous devez employer son profil personnage dans l'unité. Ouais. L'unité se sert des valeurs que le personnage partage, la volonté des officiers par exemple. Pour gérer plus confortablement cette unité, les cartes de profil des personnages peuvent se placer sous la carte d'unité vous permettant d'avoir les deux profils regroupés. Ah bah voilà. Mais comment on va se rappeler? Ah bah c'est parce qu'il y a le portrait. Attendez, bougez pas. Eh ben j'en reviens avec mon histoire de trombone là. Les gars. Sur la table, ça veut dire que mes rondages sont comme ça. On a tout ce qu'il faut là. Ah ouais, volonté, morale, d'accord. Et là, crac, on peut réutiliser le trombone qui va bien. Au moins comme ça, quand on prend une carte, on prend les deux à la fois, quitte à en mettre un deuxième, hein. Et en avoir un autre de couleur rouge par exemple pour symboliser quelle ligne on va utiliser. Ah ouais, comme ça c'est pas mal. Ça, on sait que c'est Drago qui est dans l'unité des rondaches. Clac, clac, clac. Et en plus, ça prend moins de place du côté de ce joueur-ci. Lorsque ces valeurs sont absolues, elles remplacent celles de l'unité. Si elles sont des modificateurs précédés de plus, elles s'ajoutent à celles de l'unité, même si elle n'a pas de valeur. N'oubliez pas que lorsque vous modifiez un jet, vous ne pouvez pas lancer plus de 3 dés de la même couleur. Ignorez donc tous les dés d'une couleur qui excéderait ce nombre. Ah, ça c'est un point de règle très important, vous ne pouvez pas lancer plus de 3 dés. Et c'est pour ça que on a 3 dés jaunes, 3 dés oranges, 3 dés rouges, 3 dés bleus, 3 dés noirs et 3 dés verts. Ce sera le max. D'accord. Personnage en tant que membre d'une unité. Ceux de type officier comptent comme un autre membre de l'unité pour déterminer le nombre de soldats qui participent à un combat, en attaque et en défense, et pour quantifier la valeur de conquête de l'unité, bien que le personnage officier puisse la modifier. Aïe aïe aïe, attention, les supports ne comptent pas dans le nombre de soldats de l'unité. Donc ça, pour les tests de morale en cas de perte, il faudra le prendre en compte. Les personnages héritent de tous les mots-clés de l'unité qu'ils rejoignent, à toute fin utile, puisque vous jouez avec le profil de l'unité tant que le personnage en fait partie. Tant que le personnage en fait partie, ça veut dire que peut-être qu'en cours de confrontation, on peut dissocier le personnage pour X raisons. Il doit y avoir un intérêt à faire ça. Compétences passives et les sorts. L'unité peut utiliser les compétences, les capacités de commandement, les compétences passives et les sorts du profil personnage dans l'unité, comme s'il s'agissait des siens, car c'est l'unité qui s'active et réalise les actions. Ouais, c'est un donnant-donnant. Alors, ça, c'était donc la page qui concernait les personnages. On a appris que on avait 2 catégories, on pouvait les mettre dans une unité, sauf dans le cas d'un personnage support. On peut mixer les cartes, OK. Alliés, ennemis et neutres. Toutes les unités de votre compagnie contrôlées par vous sont alliées les unes aux autres. Toutes les unités contrôlées par votre fumier d'adversaires sont des ennemis de toutes vos unités. Dans certains scénarios, il est possible de rencontrer des unités neutres, qui ont leur propre profil et n'appartiennent à aucun camp. Leurs règles sont décrites dans leur profil ou dans le scénario lui-même.
Les unités neutres ne sont Oui, les unités neutres ne sont ni vos alliés ni vos ennemis. Vous ne pouvez donc pas les cibler avec vos attaques, capacités ou sorts, à moins qu'elles ne possèdent le mot-clé hostile. D'accord, et ça c'est bien par rapport probablement à des objectifs de scénario. On peut avoir une unité neutre à protéger par exemple pendant qu'elle se déplace. Ou alors on peut avoir une unité neutre à combattre si elle a le mot-clé hostile. Et première faction qui la dégomme a gagné. Alliés et autres alliés. Par définition, une unité est alliée à elle-même. Lorsque le texte d'un effet, d'une action ou d'une capacité passive de votre unité indique qu'il affecte une unité alliée, des unités alliées ou vos alliés, il inclut l'unité elle-même. Mais si le texte indique qu'il affecte d'autres unités alliées ou d'autres alliés, votre unité en est exclue. Ok, c'est logique. Tant qu'on n'a pas autre en mot-clé, on inclut l'unité alliée avec ses potes. Unité et formation. Ah, ça c'est bien. Tous les soldats d'une unité doivent si possible rester en formation. Les soldats sont en formation avec leur unité si ils sont au maximum à 2 pas de leur leader. Ils ont une ligne de vue vers leur leader. Ah oui, il faut respecter les 2 conditions en fait. Ah quoique, si possible. Tous les soldats d'une unité doivent si possible rester en formation. D'accord. Dans l'exemple de gauche, tous les soldats de l'unité des Rondaches de la Légion noire sont en formation, car ils sont à 2 pas ou moins de leur leader et ont une ligne de vue vers lui. Il est où leur leader? Je sais pas. Ah, j'ai mon téléphone qui sonne. Tout à l'heure, petit monsieur. Ok. Dans l'exemple de droite. Ah tiens, j'avais pas fait gaffe, ça c'est un gabarit de portée. 2, 5, 4, 3. Les voir. Ah ouais, ok, là je suis à 2. Ah bah ça va, il y a de l'espace. Donc là, par défaut, on considère qu'on est à 2. Ah ouais, ça peut être pas mal ça, plutôt que d'utiliser dans certaines situations le grand machin là. Je vérifie, hein, parce que attention, faut pas m'arnaquer. Ok, on est bon. Et alors, pourquoi on a un angle doté là? C'est Ah, oh joli. Bah non, ça marche pas. Si, c'est juste pour être sûr de la distance entre les deux. Crac. On vient comme ça. Toi, tu serais là, d'accord. Bon, à voir à l'utilisation. Et ce qu'on voulait voir, c'est le deuxième exemple à droite là. Dans l'exemple de droite, le rondage A, celui-ci là en haut à droite, n'est pas en formation, car bien qu'il soit à 2 pas du leader, un élément bloque sa ligne de vue vers lui. Ah oui, ok, là on voit qu'il y a un mur. Il y aurait ça. Comme ça. Donc il ne remplit pas les 2 conditions pour dire que il respecte la formation de son unité. Si possible, encore une fois. Ça veut dire que les lignes de vue, bah, lui c'est pareil, c'est bloqué. C'est limite, mais le mur le bloque. Même s'il est grand. Le plus grand de grand, ah bah c'était lui justement. Ok, alors est-ce qu'on va avoir des unités beaucoup plus hautes, beaucoup plus grandes que
le muret qui fait combien? Et 3. Ouais, c'est ça fait 3 de haut. Ouais, ça peut être intéressant ça de voir dans les prochaines extensions si on va avoir des grands balaises. Donc, formation d'unité, il faudra respecter en point de règle. Distance et mesure. Dans Warcrawl, les distances sont exprimées en pas. Un pas équivaut au rayon d'un socle d'infanterie de 15 mm. Ah ouais? Bah non. Un pas équivaut au rayon. Ah oui, au diamètre, au rayon, pardon. Donc c'est la moitié. Ouh là là, la scolarité remonte, hein. Mais quand même, il y a de beaux restes. Bravo, Friedrich. Deux gabarits sont utilisés dans Warcraft pour mesurer des distances, le gabarit court et le gabarit long. Toutes les mesures entre deux éléments de jeu sont effectuées sur le champ de bataille d'un socle à l'autre, dans le cas des figurines, ou en utilisant le bord de leur socle dans le cas d'un décor. Le gabarit court, utilisé pour mesurer de courtes distances et pour résoudre le mouvement des unités. Et il est là, le gabarit long, utilisé pour mesurer les longues distances comme la portée des armes de tir ou des sorts. Il, il est aussi employé pour effectuer des mouvements de plus de 5 pas. Comme on l'a vu tout à l'heure dans le cadre d'une charge. Et d'ailleurs, le mouvement chez les orques, on est comment? Grande jambe ou pas? Parce que là, théoriquement, chez l'hégémonie d'Ambersig, tout le monde va se déplacer avec le même mouvement. 3-3. Ah, 2-3? Tu rigoles, toi? 2 ou 3, 8 en charge, 9 en charge. Ah, l'elfe, 4-3. 3-3 pour le chirurgien. Et chez les orques, on est à combien? Les voir. 3-2 charge à 10 par contre. 2-3 charge à 9. 3-2 charge à 10. 3-2 charge à 10. Ah, évocateur un petit peu plus faiblard. 3-2 charge à 7. Ceci dit, je pense pas que l'évocateur, on le fasse charger très fréquemment. Vous pouvez aussi mesurer la distance entre les éléments du jeu à tout moment et pour n'importe quelle raison, virgule, surtout pour faire chier votre adversaire. Je le sais, il y a longtemps, mais j'ai connu ça. J'ai subi ça. J'ai subi ça. Les lignes de vue. Je bois un coup avant. Ça y est, ça. Combien de temps là? 1 heure, tranquille. On aura appris des choses. Alors, les lignes de vue d'une unité représentent tout ce qu'elle peut voir sur le champ de bataille. Votre unité a une ligne de vue vers une autre unité si votre leader, et uniquement le leader, peut tracer une ligne droite entre son socle et le socle d'au moins la moitié des soldats de l'autre unité. Alors attention les yeux. Une ligne droite entre son socle et le socle d'au moins la moitié des soldats de l'autre unité. D'accord, donc on raisonne pas en figurine indépendante, mais s'ils sont 3 que je veux avoir une ligne de vue sur l'unité des rondaches, il faut que cet orc puisse en voir au moins 2. Donc si on était comme ça, ce serait pas bon. Là, il ne pourrait pas, voilà, comme ça. C'est-à-dire que cet orc-là ne pourrait pas, dans ce cas-là, faire une charge, par exemple, sur cette unité-là, parce qu'il faudrait qu'il en voie au moins 2. Tiens, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Alors, cette ligne n'est pas valide si elle traverse tout élément de jeu qui bloque la ligne de vue. Logique.
Lors de la vérification, gardez à l'esprit que une unité a toujours une ligne de vue sur elle-même. Les soldats d'une unité ne bloquent pas la ligne de vue de leurs compagnons. Ok, ça c'est bien. Les autres unités alliées, ennemies et neutres bloquent la ligne de vue. Ah, chiotte. Oui, j'avais un petit peu anticipé en me disant, ah bah oui, c'est comme dans nos jeux de plateau crawler habituels. Toutes les unités amies ne se bloquent pas la ligne de vue les uns les autres. Mais si. Si Drago se trouve derrière une unité de Rondache, il ne peut pas cibler l'orque qui est là. Les figurines ont un angle de vision à 360 degrés. Vous pouvez donc tracer une ligne de vue à partir de n'importe quel point de leur socle. Bam bam, ça fait mal. Les lignes qui joignent le centre des socles des soldats d'une même unité bloquent la ligne de vue vers d'autres éléments de jeu. Les lignes qui joignent les socles des soldats. Ah oui, d'accord, si on est distant de pouces, de pas. Ah oui, ce sont des pas, pas des pouces. Si on est distant de 2 pas, ce qu'il y a entre nous là, ça ne passe pas. Ça, c'est pratique parce qu'au moins, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Les décors ayant le mot-clé bloque la ligne de vue empêchent, devinez quoi? Empêchent de tracer une ligne de vue à travers eux. Lors de la vérification de la ligne de vue sur une unité, les soldats qui la composent ne bloquent pas la ligne de vue vers d'autres membres de l'unité. Par exemple, lors du tracé de la ligne de vue vers une unité de chasseurs orques, ceux de devant ne bloquent pas la ligne de vue vers ceux qui sont derrière. Ah oui, d'accord, oui, c'est un petit paquet, quoi. Et enfin, votre unité a une ligne de vue sur un décor. Si votre leader peut tracer une ligne droite entre n'importe quel point de son socle et n'importe quel point du socle du décor. Alors, tactiquement, on n'a pas de socle sur un décor, mais peu importe, on s'en fout. Ils ont un bord. Attention en rouge. Vous et votre adversaire pouvez vérifier la ligne de vue à tout moment pour empêcher que des actions soient déclarées contre des cibles sur lesquelles vous n'avez pas de ligne de vue. Oh la vache. Ça, c'est un peu petit, hein. Le héros du feu de givre, donc c'est celui qui est là au milieu, a une ligne de vue sur l'unité des rondaches, là. Ensuite, bien que la forêt, ici à gauche, et le mot-clé bloque la ligne de vue, il a une ligne de vue vers l'unité des chasseurs orques, car il peut tracer une ligne droite vers au moins la moitié de ses soldats. Et oui, le leader de l'unité ne bloque pas la ligne de vue vers le chasseur derrière lui. Ensuite, le héros n'a pas de ligne de vue vers l'évocateur qui est là. Et il n'a pas non plus de ligne de vue vers Albork, car lorsqu'il trace une ligne de vue vers lui, l'espace entre les figurines de Rondache bloque la ligne de vue et l'en empêche. Ok, et bah c'est bien, j'avais tout bon. Ou presque. Non, si c'est bien, c'est clair. Pas d'usine à gaz pour l'instant, et après, bah, c'est la pratique qui fait que. Dans tous les jeux, qu'est-ce qu'on aime bien balancer par brouette, comme on dit, ou par saut? Bah, c'est ça. Les dés et leurs symboles. Ouh là là, attention. Photocopie à faire. Ah tiens, en parlant de photocopie, est-ce qu'on retrouve tout ici? Pas du tout. Ça, c'est une erreur grossière. On ne retrouve pas les symboles sur les dés, alors que c'est basique. Comment on corrige? Eh ben, on fait soi-même sa petite photocopie qui va bien. Donc, Warcraw utilise des dés à 8 faces, de couleurs distinctes, avec les symboles suivants.
Ça, c'est un succès. Je vais peut-être pas le prendre orange pour la caméra. Pas bleu non plus. Ah oui, alors attention, on va avoir des dés d'attaque et des dés de défense. Tiens, rouge là. Ça, c'est un succès. Sur le dé rouge, on n'a pas de symbole de blocage. On va les retrouver que sur les dés bleus, les dés noirs et les dés verts. Ok, donc on va avoir, si je trie vite fait, en attaque du jaune, du orange, du rouge et en défense du bleu, du vert, du noir. Ah oui, alors attention, hein. Si c'est un symbole plein, c'est un succès complet. Si c'est un symbole qui n'est pas rempli, c'est un succès marginal. Donc on va avoir des degrés de réussite. Pareil pour les blocages. On peut avoir un blocage complet ou un blocage marginal. D'accord? Et même chose pour les symboles spéciaux. On peut en obtenir des complets ou bien un spécial. Ouais, ok. Par exemple, sur des jaunes, on peut obtenir un symbole spécial marginal. Bah, ils sont là les. Voici la liste des dés de Warcraw et des symboles qu'ils permettent d'obtenir. Là, on a la totale. Ok. Groupe de dés. Certains attributs ou valeurs, comme les valeurs d'attaque ou de défense des unités, sont représentés par un groupe de dés que vous pouvez rassembler et lancer. Par exemple, ce groupe de dés signifie que vous devez lancer 2 dés orange et un dé bleu. Des symboles automatiques peuvent apparaître à côté des images des dés. Dans ce cas, vous devez les ajouter au résultat obtenu. Par exemple, jeter un dé orange et puis symbole succès complet signifie que vous devez lancer un dé orange et ajouter un succès au résultat. Alors, par rapport à la question de tout à l'heure, c'est bien ça, on n'a pas besoin de s'emmerder à lire les. Tellement c'est petit, à lire ce qui est représenté là. Là, on sait que pour une attaque au corps à corps, les rondaches lancent un dé rouge, 3 dés orange. Dac. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est en défense. En défense, il lance 2 dés verts, un dé noir. Mhm. Et là, dans l'exemple, grâce à Drago, on rajouterait un succès automatique et une défense, un symbole de défense automatique. Ok, bon, ça me rassure aussi, c'est toujours pas de l'usine à gaz. Et il nous répète le mémo, hein, vous ne pouvez en aucun cas lancer plus de 3 dés de la même couleur. Bah ça, c'est pas con en fait qu'ils aient limité à 3 dés. C'est très bien, on est sûr de pas faire bah tiens, allez, je vais lancer 4 dés rouges histoire de. Bon, après, typiquement, ça c'est le genre de règle qu'on a très rapidement en tête, hein. Alors, dans Warcraw, il existe 2 types de jets. Lorsque vous êtes seul à lancer les dés, c'est un jet simple. Et lorsque vous et votre adversaire lancez les dés en même temps, avec l'intention d'influencer mutuellement le résultat de vos jets, c'est ce qui s'appelle un jet opposé. Le jet simple, vous êtes le seul à participer, il se résout comme suit. Rassemblez vos dés. Si une règle ou un effet vous permet d'ajouter des dés ou vous oblige à en retirer, faites-le maintenant. Lancez les dés. 2 succès complets, un succès marginal et 2 succès spéciaux. Voilà ce que j'ai obtenu. Ajoutez les symboles automatiques si nécessaire, comme on l'a vu là. Variation. À cette étape, vous pouvez dépenser n'importe quel nombre de symboles obtenus sur vos dés pour activer les variations disponibles de votre jet. Ouais, bah ça me fait penser à Assaut sur l'Empire, ça, je crois, où on pouvait consommer des symboles
pour aller chercher sur notre profil un bonus. Ah bah par exemple, si j'obtiens un symbole spécial comme ça me permet d'ajouter un bouclier sur notre jet en attaque. Alors pourquoi on irait ajouter un bouclier en attaque? Il doit y avoir une raison. Et en défense, par contre, si on obtient, et j'espère que c'est pas une erreur de... Attention, la paranoïa me prend, hein. Parce que en défense, ça me paraît logique que si on obtient un symbole spécial, ça nous permette de rajouter un bouclier. Ok. Et pourquoi en attaque, on va venir rajouter un bouclier? Bon, on s'enflamme pas Friedrich, on verra à l'usage. Mais quand même. Donc, non seulement... non, c'est pas non seulement que je veux dire. Ce que je voulais dire, c'est que, ah oui, voilà, après avoir jeté des dés, on ne s'en tient pas seulement au résultat qu'on a obtenu, mais on peut aller encore venir titiller l'impact sur le résultat final. Donc, sur 5e étape, la résolution. Les symboles que vous n'avez pas dépensés dans vos variations constituent votre résultat final. S'il y a au moins un succès complet parmi eux, le jet est une réussite. Si vous avez réussi vous avez réussi l'action entreprise. Comment on peut échouer? Puisque par exemple sur le dé rouge, on n'a que des réussites. En dé jaune, ah ouais, ok, après ça se complique. Donc les dés rouges sont balèzes. Par contre, sur les dés jaunes, hop, pas de peau. Pas de peau, je me retrouve comme ça. 0 succès. Et sur les dés noirs, ah ouais, ok. Les dés noirs, c'est pire que tout parce que on n'a pas du tout de succès. Ah, mais j'ai l'impression que les dés noirs peuvent être aussi bien. Ah oui, pardon, c'était comme ça. Là, pour l'instant, je veux checker l'attaque. Voilà, mes dés oranges qui sont un peu plus... J'en étais à me dire, ouais, si c'est ça, dés oranges, bah, on pourrait très bien aussi rater sans avoir de réussite. D'accord, d'accord. Alors ça, c'était les jets simples, hein, qui ne concernent qu'un seul joueur, et puis les fameux jets opposés. Vous et votre adversaire participez en même temps, de sorte que vos jets s'influencent mutuellement. Il se résout comme suit. Rassemblez vos dés respectifs. Si une règle ou un effet vous permet d'ajouter des dés ou vous oblige à en retirer, faites-le maintenant. Lancez des dés en même temps. Ajoutez les symboles automatiques. On a ensuite la même phase de variation. Le joueur dont l'activation est en cours peut dépenser autant de symboles qu'il souhaite pour appliquer autant de ces variations disponibles. Son adversaire a ensuite la même opportunité. Et puis, dernière phase, la résolution. Annulez autant de réussites du jet de votre adversaire qu'il vous reste de symboles boucliers, et vice-versa. Votre adversaire annule autant de vos réussites qu'il dispose de boucliers. Vous et votre adversaire pouvez alors appliquer les effets découlants activés par les symboles restants dans vos jets. Ouch. Après la résolution, l'attaquant peut aussi subir des dégâts, pas seulement le défenseur. Ah, d'accord. Après la résolution de jets en opposition, l'attaquant peut aussi subir des dégâts. D'où l'intérêt peut-être, en attaque, de pouvoir quand même rajouter du bouclier. D'accord, mais alors, imaginons que, bon, je sais pas si c'est un cas qui pourrait se présenter en cours de partie, mais mon unité orc jette 2 dés. J'ai en opposition 2 dés rouges, 1 dé orange, et mon unité de l'hégémonie jette l'inverse, 2 dés orange et 1 dé rouge. Non, ça peut pas matcher comme ça. On n'a pas de symbole défensif
sur les dés d'attaque, ce qui est logique. Donc on va aller chercher du dé noir et du dé vert. Allez, l'hégémonie fait un jet en opposition aux orques. Ce succès plein est annulé par ce bouclier plein. Ça veut dire que ce succès partiel est annulé par ce bouclier partiel. Et il nous reste un succès complet. Donc l'orque, je suppose, pourrait appliquer des dégâts, par exemple. À moins que, avant d'appliquer la résolution, le camp hégémonie peut dépenser 2 symboles spéciaux. Et avant d'appliquer son résultat final, le camp orc peut appliquer un résultat spécial pour ses variations. Une fois qu'on a trié, et bah badaboum, on applique. Et bah ça, c'est comme dans Star Wars Assaut sur l'Empire, le jeu de plateau, où on venait comme ça contrer les résultats des dés de l'adversaire. Ça, j'aimais bien. Et bah sois content, Friedrich, si tu retrouves cette mécanique-là, c'est sympa. Les fameuses variations. Chaque fois que vous effectuez un jet de dés, vous obtenez une série de symboles auxquels peuvent s'ajouter les symboles automatiques que votre jet peut comporter. Les variations permettent de dépenser certains des symboles obtenus pour produire divers effets avant de résoudre le jet. Les variations sont présentées ainsi dans votre profil d'unité. Dépenser les symboles indiqués est une condition en 1. Pour activer la variation et appliquer ses effets 2. Alors attendez, on reprend. Les variations sont représentées ainsi dans votre profil d'unité. En 1, dépenser les symboles est une condition. D'accord? Pour activer la variation et appliquer ses effets en 2. Ah oui, mon résultat là, je dépense mon symbole spécial, votre cible reçoit l'état vulnérable. Bim! Ou alors je dépense un succès partiel qui permet d'infliger un dégât à votre cible. Ça peut être. Alors, moi, ce qui me plaît bien là, c'est que avec les variations, chaque partie, chaque confrontation d'une unité contre une autre, on peut avoir de grandes variétés de résultats à appliquer en fait. Peut-être même jusqu'à aller à ce que si une unité se défend admirablement bien, eh ben, c'est plutôt l'attaquant qui va se retrouver à subir, par exemple, au moins un dégât, alors que c'était pas du tout attendu comme ça. Ça ne plaît pas à tout le monde quand normalement un combat est gagné d'avance, je sais pas, par rapport à un surnombre, des choses comme ça, et en fait, patatras, on se retrouve à subir en tant qu'attaquant. Mais ça peut être drôle. Vous pouvez utiliser la même variation plusieurs fois? Ah la vache! À condition d'avoir suffisamment de symboles à dépenser à chaque fois? Ah ouais, bah là, ça peut faire mal parce que si pour voilà un jet monumentalement bien réussi, le gars a 3 succès comme ça, il peut infliger 3 dégâts à sa cible. Vous pouvez utiliser la même variation, ouais, c'est bien ça, plusieurs fois, tant que l'on possède du symbole à consommer. J'allais dire, c'est vache, non. C'est ce qui peut aussi permettre d'avoir des parties qui sont relativement courtes. Tiens, d'ailleurs, par rapport à ça, qu'est-ce que j'ai fait de la boîte? Ah zut, elle est rangée là-bas. Attendez. Durée classique d'une partie, est-ce que c'était indiqué ça? Je l'ai lu ou pas quand j'ai fait le déballage? Pas du tout. C'est pas indiqué. Ah si, pardon.
Bah oui, je l'avais lu ça. 60 à 90 minutes par session. Peut-être que les 2 premières parties vont faire 2 heures et puis après, il faut compter, 1 heure et demie à 1 heure en fonction des scénarios à jouer et des objectifs à accomplir. OK. Ah bah, ça y est, on a atteint le scénario tutoriel. Combien de temps? 1 h 20? Bah écoutez, ça vaut le coup de pousser jusqu'à 2 heures, hein. Et puis, je finirai demain. Enfin, je finirai, peut-être qu'il faudra 3 vidéos, mais enfin, peu importe. On y reviendra. Alors, scénario tutoriel. La première chose dont vous avez besoin pour jouer à Warcraft est une surface solide. Ne pas jouer dans la baignoire, d'accord. Sur laquelle vous pouvez disposer tous les éléments du jeu que nous appelons la table de jeu. Vous devez y définir le champ de bataille, c'est-à-dire la zone où la partie se déroulera. Sa taille standard est 90 par 90. Ah oui, la zone de la table de jeu 90 par 90. Cette boîte contient un tapis de jeu que vous pouvez employer comme champ de bataille pour le tutoriel. D'accord, ça veut dire qu'il faut s'attendre à avoir des boîtes avec du plus de terrain et de tapis? Parce que ça fait pas 90, hein. 20 et 20, 40. Ouais, non, on est sur un 60 max. Ah, on va étendre le champ des possibles alors. Dans la mesure du possible, prévoyez suffisamment d'espace sur la table pour accueillir le champ de bataille ainsi que le livre des règles, les cartes de profil, les dés, les marqueurs, les jetons, le compteur de tours et les figurines qui seront retirées de la table de jeu en tant que victimes. Décidez qui va jouer l'hégémonie d'Ambersig et qui prend le contrôle des tribus du Nord. Les unités disponibles dans le tutoriel sont: pour l'hégémonie d'Ambersig, Dragoslav Bjelogric, dit Drago l'Enclume, héros du feu de givre, chirurgien de guerre et les rondaches. Quant au côté tribu du Nord, nous avons Albrock. Ah bah voilà, j'ai ma réponse. C'est donc, et c'est logique en plus, j'ai pas percuté, c'est donc Albrock, puisqu'il est nommé, qui est le Big Chef. Alors Albrock, ah bah je m'étais pas gouré alors, c'est bien celui qui a le casque à cornes. Excellent. Albrock. Ok. Donc en plus d'Albrock, on a un évocateur, un sage et les chasseurs orques. Prenez les cartes de profil correspondants et placez-vous chacun d'un côté de la table. Disposez les décors et les figurines comme indiqué dans le schéma suivant. Alors, ça peut poser problème ou pas? Non, je vais balader la... Si, ça peut être merdeux. Comment on va faire? On va se placer comme ça. Allez, Friedrich, tu es capable. Donc là, on commence par avoir notre cahute. On va venir comme ça. Notre cahute qui doit être à plus de 8 pas. Ah la vache! Là, on a 8 pas. Barrez-vous les dés. 8 pas comme ça, d'accord. Donc la cahute doit être à plus de 8 pas. Et maximum 12 pas. Ah bah c'est pas possible. Ah oui, non, pardon. C'est que au-delà, là, il va falloir les deux réglettes. Notre zone de déploiement des orques, c'est sur 8 pas. Et au-delà, on a 12 pas pour venir placer le décor. Bah, ça tombe bien, il prend quasiment toute la place. Voilà, donc 8 pas comme ça. De toute façon, on nous demande de déjà les prédéfinir. Ah, on voit que dalle.
horrible. Alors, Alborg. Par là, je pose. Ensuite, on a la lanceuse de sorts qui est plutôt ici. 2, 4 et un 5. Et on se retrouve avec nos chasseurs. Ah ouais, ok. On a 3 chasseurs orques côte à côte. Un qui a une hache, et le mansage qui est avec l'unité des chasseurs orques. Il ne faut pas oublier, là, ce serait un muret. Le muret qui est là, donc il viendrait par ici. 1, 2, 3, 4. 4 éléments de décor. Ah, là j'ai l'impression qu'on a un jeton spécial. Et la maison, même punition en face, hein, en fait, dans le camp hégémonie. Ouais, on a quelque chose de symétrique. Dans une bande de 8 pas, on va placer notre compagnie. Alors, comment est-ce qu'on accueille nos petits gars de l'hégémonie? Drago, déjà, il est là. On a nos 3 rondaches. Tac. Tu es qui, toi? Ah oui, c'est le magicien. Ah oui, alors attendez. En flamme, mais que je vous montre comment ça se passe côté hégémonie. On a nos 3 rondaches. On incorpore le chirurgien ainsi que le Ant-Man, je ne sais plus comment il s'appelle, Ant-Man. La Barack Obama qui est dans la zone de 12 pas juste après le bord de table ouest. Et puis voilà. Alors, ce sera peut-être plus sympa si on la tourne là. Voilà, on se fait face. Ah, dis donc. De toute façon, à moins que je prenne une caméra avec un trépied beaucoup plus haut, comme avec le jeu de plateau, hein, il faudra que je déplace de la gauche vers la droite et inversement. Ok, donc là on a fait notre placement. Alors, il y a une question que je me pose tout de suite, par exemple dans le camp hégémonie, est-ce que c'est impératif, plus que fortement conseillé, d'inclure directement le chirurgien? Oui, peut-être, parce que comme ça il soigne automatiquement les membres de son unité. Et en tant qu'unité seule, je pourrais pas l'inclure avec le mage ou avec Drago. Même chose pour le Mante Sage côté orc. Ok, on passe pour la finition. Le chirurgien de guerre se déploie attaché au rondache et le Mante Sage est attaché au chasseur orc. Leurs cartes de profil doivent donc être placées sous les cartes des unités correspondantes. Oui, c'est ce que l'on va faire. Donc là, je ne veux pas Drago, je veux le chirurgien de ce côté-là. Donc on est plutôt comme ça. Chirurgien de guerre. Tac. Et on a dit que c'était de l'autre côté le Mante Sage. Chasseur orc Mance. Tac. On va. Alors non, mais je me fous d'Albrock. Albork. On va être comme ça. Tac, je voulais voir. Ok. On met ça de côté. Ensuite, chaque personnage reçoit 3 jetons d'ordre. Ils correspondent à la somme du commandement de toutes les unités de la compagnie. Les tribus du Nord ont l'initiative durant ce scénario.
et reçoivent donc le jeton initiative. Alors, 3 jetons d'ordre, par contre, c'est quoi les jetons d'ordre? Ça, c'est une très bonne question. Ah oui, on a vu qu'ils avaient un symbole un peu particulier. Est-ce qu'on les retrouve fastochement? Vous voyez le beans, contrôler un objectif, jeton d'objectif, événement sur la position 3, non. Ah ouais, non, il faut que j'aille chercher les jetons d'ordre, j'ai pas le choix. Encore faut-il que je les reconnaissasse. Ça, c'est une... Ah, c'est les petits comme ça. Recto verso, oui. 1, 2. Attendez, faut que je pose, sinon ça, je vais faire une bêtise. 1, 2, 3. C'est bizarre, j'en trouve pas 50 000. 1, 2, 3, 4, 5. Et B. 5, 6. Donc côté, je vais mettre là, qu'on les voit. Mais par contre, j'ai l'impression qu'on n'en a plus. Ah ouais, alors il faudra que j'ai des casiers spécifiques pour retrouver les jetons plus facilement, parce que là, dans la boîte, pour l'instant, enfin, la boîte que j'utilise, c'est celle de la boîte de démarrage. Alors, ils ont eu la bonne idée de faire des compartiments, hein, c'est pas mal. Sauf que, on peut pas tout mettre comme on veut. Ok. Ah, j'en ai vu un autre. Oh, quel suspense. 2, 4 et un 5, mais il me semble que côté orc, on n'en avait que 5. Ah tiens, au déballage, j'ai évoqué le fait que ce soit super léger en plastoc. C'est même de la merde, hein. Vous voyez, ça brum, ça ballotte, et puis en manipulation, là, ça finit par lâcher. Alors, Alborg 1, 2, 3. 4, 5 grâce aux menthes sages. Ah, je ne l'ai pas vu tout à l'heure, celui-là. L'évocateur nous amène aussi un jeton d'ordre. Allez, il faut que je le trouve. Bon, et au pire, hein, ah, il est là. Bon, j'aurais pris un jeton symbole avec un symbole rond. Bing, bing, bing. Lors de ce scénario, un événement se produit à la fin du tour 3. Placez un jeton d'événement à la position 3 du compteur de tours. Mais oui, c'est vrai que nous avons un compte-tour comme ça, comme l'horologium. Et là, ça permet de venir positionner un événement. Jeton événement. Est-ce que ce serait un jeton de couleur ou pas? Bon, pour l'instant, je mets un jeton comme ça. C'est pas grave, je vais pas perdre de temps. Le jeton d'objectif situé au centre du champ de bataille représente une enclave stratégique pour les deux camps. À la fin de chaque round, le camp qui contrôle cet objectif gagnera un point de victoire. Le camp ayant le plus de points de victoire à la fin du scénario est le vainqueur. Alors, il me faut un jeton cible. Agadé, agadé. J'aurais dû me fier à la grosseur de ce qui est représenté là. Donc ça veut dire que le jeton objectif, ça va être un big. Et tu ressemblais à ça.
Voilà le symbole objectif. Et on a aussi un gros jeton rouge a priori. Alors non, c'est pas celui-là. Eh ben, on le retrouvera tout à l'heure. Ok. Donc ça, on va le mettre pour l'instant un petit peu plus haut. Et puis ça, c'est central. Il est positionné comme ça. Donc, là, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qu'il y a, mais en tout cas, il faut y aller. Contrôler un objectif. Tous les objectifs sont libres de tout contrôle au début du scénario. Lorsqu'une de vos unités termine son activation à 3 pas autour d'un objectif, vous en prenez le contrôle. Vous placez alors un marqueur de conquête de votre couleur sur l'objectif pour indiquer qu'il est sous votre contrôle. Marqueur de couleur, on a des rouges. On a des rouges et des... Que c'est ça? Non, c'est même pas encore celui-là. Ah ouais, on a des faces bleues et on a des faces rouges. Donc, on finira... Ah, mais c'est cela, d'accord. Bleu, rouge, bleu, rouge, bleu, rouge. Ok. Donc là, quand on est... si mon gars Drago, il vient là, dans un rayon de 3 pas, paf. À la fin du tour, on sait que c'est le camp de l'hégémonie qui contrôle. Alors, je pense que j'attribuerais plus le rouge aux orques et le bleu à l'hégémonie. Ok, marqueur de conquête. Si l'objectif a déjà un marqueur de conquête à la couleur de votre adversaire, retirez-le avant de placer le vôtre. Si vous et votre adversaire avez au moins une unité à 3 pas autour d'un objectif, chaque camp additionne la valeur de conquête de ses unités présentes. Le camp ayant le total le plus élevé contrôle l'objectif. En cas d'égalité, l'objectif conserve le marqueur de conquête qu'il avait le cas échéant. D'accord. Et la valeur de contrôle, on a dit que c'était quelque part fourré, je sais plus trop où. Mais c'était sur la première ligne, là, on retrouvera ça facilement. Et enfin, une fois que vous avez pris le contrôle d'un objectif, il reste sous votre contrôle tant que votre adversaire ne vous le prend pas. Vous n'avez donc pas besoin de maintenir des unités à moins de 3 pas de l'objectif. Ah d'accord. Oula! Ah oui, alors ça c'est intéressant parce que, imaginons que les orques arrivent, par exemple, cette unité-là, là, toute complète qu'elle est, elle arrive en premier à 3 pas de cet objectif, ça passe à leur couleur. Et deuxième tour, on pourrait très bien dépasser cet objectif-là pour faire une ligne de front et faire la tactique du rouleau compresseur pour empêcher pendant au moins un tour supplémentaire que l'Ambersig vienne le contester ou même le reprendre. Ah, c'est pas mal parce que ça ne bloque pas des unités constamment pendant toute la partie. Il y a des jeux où on est un peu comme ça, où on est obligé de laisser des unités pour le contrôler, alors que là, on peut s'en barrer. Tactique intéressante qui peut avoir vraiment son intérêt. Jouer. Une partie de Warcross se déroule sur une série de rounds, divisés en tours au cours desquels vous et votre adversaire activez vos unités à tour de rôle. La partie se termine lorsque vous ou votre adversaire remplissez les conditions de victoire ou avez joué le nombre maximum de rounds indiqué par le scénario. Les rounds, justement, chacun d'entre eux, non pas du tout, chaque round de ce scénario dure 3 tours. Chaque round de ce scénario dure 3 tours. Comment ça?
On verra plus loin. Le score, à la fin de chaque round, vous obtenez un PV, non, un point de victoire, c'est pas un point de vie. Un point de victoire si vous contrôlez l'objectif central. À la fin du scénario, vous obtenez un point de victoire si votre compagnie a éliminé le morne mab sauvage. A éliminé le mornab sauvage. Qu'est-ce que tu me racontes? Mornab sauvage, mais c'est là. Ah, c'est peut-être un... Comment une créature neutre qui apparaîtra. Ah, bah oui, d'accord. Ok. On nous a dit qu'au round 3, il allait se passer quelque chose. Donc, à partir de ce moment-là, va rentrer en jeu un truc. Ah, d'accord. Ça y est, je fais le lien. Voilà notre truc. Ah, les bâtards, on n'a pas la figurine. Voilà ce qui va rentrer à un moment ou un autre. Et si une compagnie arrive à le bousiller, eh bien, elle aura un point de victoire en plus. Fin de partie. La partie se termine à la fin du troisième round ou lorsque une des compagnies n'a plus d'unités sur le champ de bataille. C'est ballot. Ou bien lorsque toutes les unités d'une compagnie sont démoralisées. Ah bah voilà, les rounds et les tours. Chaque round comporte les phases suivantes. Début du round, phase des tours, fin du round. Les termes tour et round sont deux concepts différents. Un round compte plusieurs tours. Et dans ce scénario, chaque round dure 3 tours. Ah ouais, ok. Je dis ok, mais va falloir bien décomposer le bazar parce que premier round, on a 3 tours. C'est-à-dire que chacun d'entre nous va jouer 3 fois. Je le comprends comme ça, hein. Compteur de tours, pas compteur de round, mais compteur de tours. Le compteur de tours comporte 10 positions numérotées, correspondant chacune à un tour de jeu. Ouais. L'aiguille au centre indique le tour en cours en pointant vers la position de celui-ci. Ouais, logique, oui, oui, oui. Ce compteur permet de savoir quand le round se termine, quand certains événements du scénario se produisent, de mesurer la durée des effets de certains sorts et quand les unités démoralisées peuvent se rallier. Tous ces effets sont représentés par un jeton placé sur le compteur de tours lorsque les règles le demandent. Si vous devez placer un jeton sur une position qui en contient déjà un autre, placez-le au-dessus, formant ainsi une pile. La seule exception est le jeton fin du round, qui est toujours placé en bas de cette pile car il doit forcément être géré à la fin du tour de jeu. Ouais, ça c'est logique, c'est pas mal. Bon, de toute façon, on va voir comment ça se passe après parce que ça avait l'air très très bien détaillé. Début du round. Tout d'abord, placez le jeton fin du round sur le compteur de tours à la position numéro 3. Et oui, puisque un round dans ce scénario dure 3 tours. Alors, c'est un jeton gris, un gros jeton. Oh purée, j'ai perdu du monde là. Oui, j'ai perdu un dégât 3. Comment t'as réussi à t'échapper, toi? Alors, fin du round. C'est gris. Tiens, c'est toi. Voilà. Voilà, voilà. Ça symbolise la fin du round. Donc, à la fin du tour 3, après avoir activé l'événement,
on fera la fin du premier round. Ensuite, pour le deuxième round, le jeton fin viendra sur le 6e tour. 9e tour. Ok. C'est ça que je comprends. Et j'ai pas l'air de me planter. Toi, tu restes au milieu. Ok. Donc, jeton de fin de round. Ce jeton indique à quel tour se termine le round en cours. Après les activations des joueurs et la résolution d'événements ou d'effets, sa position est déterminée en début de partie par le scénario. Phase des tours. Chaque round se compose d'un certain nombre de tours de jeu au cours desquels vous et votre adversaire activez vos unités à tour de rôle. Si c'est le premier tour du round, le joueur qui a l'initiative décide qui active une unité en premier. Cet ordre d'activation sera conservé jusqu'à la fin du round. Ah oui, d'accord. Attention, attention, si c'est l'hégémonie qui décide de s'activer à chaque tour, pendant les 3 premiers tours jusqu'à la fin du round, ce sera toujours l'hégémonie qui s'activera en premier. Cet ordre d'activation sera conservé, d'accord. Le nombre de tours est indiqué par la position du jeton fin du round. Lorsque vous avez terminé de résoudre le tour de jeu dans lequel se trouve ce jeton, le round se termine. Les tribus du Nord ont l'initiative et décident que durant le premier round, elles activeront une de leurs unités en premier à chaque tour. Ok, donc là on considère qu'il n'y a pas eu de jet de dés pour déterminer l'initiative des uns et des autres, mais que c'est pendant 3 tours les orques qui activeront en premier leur unité. Alors je vais m'arrêter là pour cette première vidéo découverte parce que après on va faire le tour 1 des tribus du Nord. Et là on va commencer à tripoter vraiment tout ça. Est-ce que je peux prendre de la hauteur? Ah ouais, je pourrais peut-être éventuellement. Je vais voir si je peux pas bidouiller un truc pour gagner en hauteur, que ce soit plus parlant. Sans faire de conneries. Ok, dac. Bon, écoutez, on a appris pas mal de choses, hein. On a appris à lire une feuille de personnages, d'unités. On a appris comment elles étaient composées. On sait qu'on peut regrouper des personnages au sein d'une unité pour les booster. Les symboles des dés, ça va falloir les utiliser. J'aime bien le principe des tours et des rounds en fait. C'est assez sympa, parce que ça peut permettre de grandes variétés quant au scénario. On peut très bien avoir un scénario qui nous dit chaque round va durer 2 tours. Chaque round va durer, je ne sais pas si ça a un intérêt, 5 tours, peut-être, par rapport aux objectifs à accomplir. Et je serais aussi très intéressé de connaître les différents objectifs que propose cette ultra mini campagne. À voir. Bon, allez, très heureux d'avoir fait la connaissance des uns des autres, là, un peu plus poussé. Et puis je vais vous dire à demain pour que l'on continue cette découverte des règles de Warcraft. J'espère que c'est un format qui vous convient toujours. N'hésitez pas à le dire, hein, comme on dit nous autres youtubeurs. Laissez des commentaires, etc., etc. Allez, Tribu du Nord et membres de l'hégémonie d'Ambersig, je vous salue. Salut.